bienvenue, bienvenue pour ce 46e Lunch and Learn de la chaire philanthropie de l'ESSEC. Nous sommes ravis donc de vous accueillir pour ce dialogue qui existe maintenant depuis une dizaine d'années entre un chercheur, un académique et un praticien autour d'un thème qui concerne les enjeux de la philanthropie. L'objectif étant au maximum de pouvoir faire dialoguer la pratique et la recherche pour, in fine, augmenter on va dire, l'efficacité et l'impact social ou sociétal de toutes ces activités. Vous connaissez peut-être ou pas les règles de fonctionnement de nos Lunch and Learn qui sont maintenant de manière systématique en ligne. Par défaut, on vous invite, si vous le pouvez, à activer votre caméra, à désactiver votre micro pour éviter les parasitages, indiquer sur votre Zoom le nom, votre nom et celui de votre organisation. L'idée est celui de pouvoir s'engager dans un vrai dialogue. Donc, on a très envie que vous puissiez poser des questions, partager votre expérience, voilà, faire des remarques quelles qu'elles soient. Et pour cela, il y a deux manières de faire. Soit vous utilisez le chat et un membre de l'équipe de la chaire philanthropie fera remonter vos questions à nos intervenants. Vous pouvez aussi utiliser le système, c'est même plus sympa dans le fond, lever la main avec Zoom à ce stade de l'utilisation de Zoom après les années qu'on vient de connaître. Tout le monde connaît, je pense, le système de lever la main. Et donc, n'hésitez pas, on voilà, facilitera de la manière la plus fluide possible les échanges. Pour mémoire, on enregistre ce séminaire, donc vous devez être à l'aise avec l'idée. Et puis, on anime un live tweet pour lequel voilà, on rend visible les échanges pour une communauté plus large. Et donc, n'hésitez pas, si vous souhaitez, voilà, témoigner, partager vos réflexions, vos réactions et le contenu de ce qui se passe sur Twitter avec le hashtag #SharePhil tel que c'est indiqué. Je vais prendre la suite. Bonjour à tous. Je suis Arthur Gauthier. Je suis très heureux donc de vous accueillir pour cette nouvelle édition de nos séminaires Lunch and Learn. J'ai juste quelques minutes pour vous présenter le sujet et les intervenants. Le sujet, donc, on l'a appelé « Philanthropie à l'hôpital, quelle légitimité et quelle utilité dans un système de soins en crise ?» C'est un sujet qui nous tient à cœur. C'est un sujet qu'on voulait traiter depuis quelques temps. Le contexte, comme vous le savez, est critique et très difficile pour le système de soins français. On a beaucoup vu à la suite de la pandémie de Covid, ça a mis en lumière des tensions assez fortes qui existaient déjà dans notre système de soins. Ce qu'on voulait faire aujourd'hui, c'est donner déjà un peu d'espoir et puis surtout montrer comment la philanthropie, à la fois dans son versant de collecte de fonds pour l'hôpital, mais aussi si on parle de modèle d'organisation et de gestion d'hôpitaux, a un rôle intéressant à jouer. On va justement creuser un petit peu ce rôle et notamment sa complémentarité, ce que cette philanthropie peut apporter de plus que les financements publics, notamment de l'hôpital public, et puis le modèle des cliniques privées qu'on connaît aussi. Donc, on va vraiment s'intéresser à cette philanthropie à l'hôpital avec, comme d'habitude, comme le disait Anne-Claire, deux intervenants qui seront très complémentaires dans leur approche. Et je tenais à les saluer maintenant et à les remercier très chaleureusement de nous avoir rejoints. On écoutera d'abord Marie-Léandre Gomez. Bonjour Marie-Léandre. Marie-Léandre est professeure de management à l'ESSEC. Elle coordonne à la fois des projets de recherche sur la gestion des équipes de soins en temps de crise, mais elle forme aussi
des cadres hospitaliers à l'ESSEC. Donc Marie-Léandre a très gentiment accepté de venir nous rejoindre pour nous parler à la fois rapidement du secteur hospitalier en France, hein, son état des lieux, ses défis, mais aussi ce que, d'après elle, la philanthropie peut faire, les motivations, les éventuelles réticences qu'il peut y avoir, les facteurs de succès. Donc, on parlera de tout ça avec Marie-Léandre dans un premier temps. Et ensuite, on donnera la parole à Julien Gottsman. Bonjour Julien. Julien est le directeur général d'un établissement de soins que certains d'entre vous connaissent certainement, qui s'appelle l'hôpital Fondation Adolphe de Rothschild, qui a donc la particularité d'être un établissement privé à but non lucratif. Hein, donc c'est l'un de ces fameux établissements de santé privés d'intérêt collectif, les ESPIC, dont on parlera avec Julien. Julien nous présentera évidemment en quelques minutes son hôpital, mais aussi le modèle ESPIC, et puis nous parlera aussi des défis et des réalisations en matière de collecte, puisque l'hôpital collecte aussi des fonds auprès des donateurs. Et donc, c'est aussi cette partie-là qu'abordera Julien dans sa présentation. Merci infiniment à tous les deux d'être là avec nous. Je vous propose avant de donner la parole à Marie-Léandre, de faire comme à l'habitude un petit sondage. Alors, si vous participez à nos Lunch and Learn, vous avez l'habitude de voir avant chaque intervention un sondage. On va vous demander une première question ouverte. Selon vous, que devrait financer en priorité la philanthropie hospitalière? Donc, on vous laisse quelques minutes pour répondre. Si vous deviez choisir une de ces 4 catégories, donc recherche, innovation, bien-être des patients et des familles, soutien au personnel hospitalier et rénover ou construire des espaces de l'hôpital, qu'est-ce qui devrait être financé en priorité par la philanthropie au sens large, c'est-à-dire les dons des particuliers, le mécénat des entreprises, voilà, tous les financements privés. On vous donne encore quelques secondes avant de partager les résultats avec vous. Vous êtes déjà voilà, plus d'une soixantaine à avoir voté. Selon vous, que devrait financer en priorité la philanthropie hospitalière? Je pense qu'on va pouvoir partager les résultats. Voilà, oui, ils s'affichent à l'écran. Alors, c'est très partagé au sommet entre la recherche et l'innovation. Vous êtes 30 à avoir choisi ce choix. Et le bien-être des patients et des familles, 28 personnes. Vous voyez, c'est entre ces deux catégories que ça se joue. On trouve un peu plus loin derrière les 2 autres choix, soutien au personnel hospitalier et espace de l'hôpital. C'est intéressant, ça va nous permettre un peu de mettre en perspective peut-être la première présentation de Marie-Léandre, que je vais maintenant inviter à prendre la main. Marie-Léandre, merci encore. Je crois que tu as des slides à partager. N'hésite pas à prendre la main. Et encore merci d'être avec nous. Bonjour à tous, merci. Alors, je vois juste que là, je ne peux plus partager mes slides. Il y a un seul participant. Donc, est-ce que tu peux arrêter de partager? Voilà, c'est fait. Voilà, merci. Alors, voilà. Bonjour à tous. Je vous propose d'échanger déjà autour d'un panorama sur l'hôpital en France et ensuite sur le développement de la philanthropie à l'hôpital. Donc déjà, est-ce que vous voyez bien mes slides là? Oui. Je vais juste les mettre en plein écran si tu peux. Ah, c'est bon? Léandre, merci beaucoup, c'est parfait. Voilà. Alors, avec quelques éléments clés. Donc, les établissements de santé en France, hein, pour un rapide panorama, en France, on a pas loin de 3000 établissements de santé. Un peu moins de la moitié sont publics. Le secteur privé, à but lucratif et à but non lucratif, c'est plus de la moitié des hôpitaux en France. Les hôpitaux publics représentent 60% des lits, hein, d'où ce chiffre, parce que les hôpitaux
Les hôpitaux publics sont de plus grande taille, notamment on compte parmi les hôpitaux publics ce qu'on appelle les CHU, les CHUR, donc les centres hospitaliers universitaires à dimension plus régionale. On est à peu près à 180 hôpitaux de ce type en France, des grosses structures. Et puis, on a des hôpitaux à vocation plus locale, donc à peu près 1 millier d'hôpitaux qu'on appelle des CH. Voilà. Et donc, dans les grandes catégories d'hôpitaux, pour terminer sur les établissements, donc sur les cliniques privées, on a des cliniques privées généralistes qui interviennent dans ce qu'on appelle le MCO, médecine, chirurgie, obstétrique. Des hôpitaux et des cliniques qui interviennent dans les soins de suite et réadaptation, et de la psychiatrie. Donc, c'est les 3 grands secteurs des hôpitaux. Public et privé. Et il se trouve que le secteur privé est particulièrement bien représenté dans les soins de suite et réadaptation en France, qui est l'établissement dans lequel vont les patients quand ils ne sont pas encore capables de rentrer chez eux et sur lesquels les séjours peuvent être assez longs. En France, on a une particularité avec les établissements privés à but non lucratif, donc on va beaucoup parler aujourd'hui. Ces établissements privés à but non lucratif comprennent les 23 centres de lutte contre le cancer français, qui sont sur des bases régionales, et puis des établissements généralistes dont on parlera aussi, notamment autour des ESPIC. Alors, sur les chiffres ce qui est important à retenir dans le panorama des établissements de santé en France, c'est que le secteur privé en France est extrêmement important. Donc, avec 45% des lits, plus de la moitié des établissements, ce qui est une spécificité de la France. Si on se réfère par exemple au Royaume-Uni, on est à moins de 5% des lits dans le secteur privé. Voilà. Alors, sur les différences de modèles, je vais aller assez rapidement sur ces différences de modèles. Sur les hôpitaux publics et privés à but non lucratif, les activités sont sensiblement les mêmes dans beaucoup d'établissements, avec des activités de soins extrêmement larges. On a à peu près toutes les palettes de soins à apporter aux patients, tous les types d'hospitalisation qui sont représentés dans le public et le privé à but non lucratif. Et les établissements, quand vous rentrez comme patient, vous ne voyez pas forcément la différence entre un hôpital public et un hôpital privé à but non lucratif. Il y a aussi des activités d'enseignement. Alors, les médecins, c'est l'hôpital public, mais dans les hôpitaux privés à but non lucratif, on forme les infirmiers, les sages-femmes. Et puis, il y a de la recherche médicale dans les 2 établissements. Il y a des activités de greffe. Dans les activités du secteur privé à but lucratif, il y a une très grande diversité d'activités, mais on est sur des activités qui sont où la part de la chirurgie est plus importante, et où on a notamment plus développé que dans le public et le privé à but non lucratif, l'activité en ambulatoire. Donc, avec près de la moitié de l'activité qui est réalisée de l'ambulatoire qui est réalisée dans le privé. Ce qu'il faut savoir quand même aussi en France, c'est que les 3 types d'établissements sont financés de manière assez similaire, en fait, avec la tarification à l'activité. Je ne vais pas rentrer dans les détails de financement, mais en fait, que vous alliez dans un hôpital public, privé à but non lucratif ou privé à but lucratif, la T2A fonctionne, et vos consultations, vos soins, votre hospitalisation, votre hébergement vont être en partie remboursés sur les bases de l'assurance maladie. Donc ça, c'est quand même aussi un élément assez important à savoir. On parle moins souvent, quand on parle de l'hôpital, du financement des investissements, ce qui est quand même un vrai sujet qui sera plus dans notre contexte du jour. Les hôpitaux publics et privés
financent essentiellement leurs investissements par leur capacité d'autofinancement et l'endettement. Il y a aussi des appels à projets qui sont ouverts au privé, mais il se trouve quand même que le privé à but lucratif est moins concerné pour le coup, sur le financement des investissements, le rôle des fondations dans le privé à but non lucratif me paraît jouer un rôle essentiel et est un des atouts du modèle privé à but non lucratif. Au niveau des statuts du personnel, on a des statuts extrêmement différents et là aussi, le privé à but non lucratif a sans doute un atout de par le fait que l'ensemble du personnel, médecins et non médecins, sont des salariés de droit privé. Dans les hôpitaux privés à but lucratif, les médecins sont des praticiens libéraux. Conventionnés secteur 1 ou 2, mais donc avec un statut de praticien libéraux, les autres personnes qui y travaillent sont des salariés de droit privé. À l'hôpital public, on a des statuts de fonction publique avec pour les médecins, de l'hôpital universitaire, du praticien hospitalier, des internes, donc des étudiants, et le reste du personnel, c'est des agents de la fonction publique hospitalière. Donc, le statut du personnel n'est pas... présente un certain nombre de rigidités. Et en matière de gouvernance et de management, ce qu'on voit aussi, c'est que le secteur public souffre, les hôpitaux publics souffrent des rigidités du secteur. Sur les entreprises, les cliniques du secteur privé, le rôle de la direction générale est plus ou moins important, ou en tout cas les relations de gouvernance, la stratégie est plus ou moins liée au type d'actionnariat. On a de moins en moins de cliniques dirigées par des médecins actionnaires, en fait. On est plutôt maintenant face à des grands groupes cotés. Là, le privé à but non lucratif dispose d'une flexibilité dans ses choix stratégiques, sa gouvernance et son management qui, pour moi, sont des points forts et qui font qu'en fait, les hôpitaux privés à but non lucratif peuvent sembler conjuguer le meilleur des deux mondes, même si leur situation présente de nombreuses fragilités. Ils sont à même de faire face à de nombreux défis des hôpitaux aujourd'hui. Alors, pour revenir sur justement ces défis d'un secteur, alors que je ne qualifie pas en crise, hein, parce que là, c'est très structurel, on est plutôt à bout de souffle. Il y a évidemment l'attractivité du secteur pour le personnel. On parle beaucoup des démotivations, des démissions, de fermeture de services, de qualité de prise en charge. Ce que je vois aussi à moyen terme, c'est les risques de perte de compétences et le manque d'innovation, parce que quand les équipes sont prises par le quotidien et par justement compenser la perte d'attractivité, on n'est pas forcément dans une... C'est pas évident de maintenir une logique d'innovation. Concernant les ressources financières, on parle aussi beaucoup des limites de la tarification à l'activité, mais pour les établissements, ce qu'on voit aussi aujourd'hui qui pose problème, c'est le surcoût qui est lié à l'inflation, à la revalorisation salariale. Donc, le surcoût est estimé à 750 millions d'euros pour l'année 2022. Et puis, l'endettement important. L'endettement important des hôpitaux publics, avec un encours de dette de 30 milliards et presque un tiers des hôpitaux qui sont surendettés, mais les hôpitaux privés souffrent aussi d'un endettement important. Donc, dans cette logique-là, en fait, les possibilités d'investissement peuvent être questionnées en termes de ressources humaines et de ressources financières. Et alors, justement, sur les défis auxquels les hôpitaux sont amenés à faire face aujourd'hui, il y a la place des hôpitaux dans le parcours de santé de manière plus large. Ça demande là aussi toute une évolution sur, par exemple, le développement de l'hospitalisation à domicile, sur le lien entre les hôpitaux, la médecine de ville, entre les différentes structures qui existent, les missions de santé publique et de prévention, la e-santé, la télémédecine, dossier médical partagé. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels les hôpitaux doivent se positionner. Et puis, on a aussi des grandes innovations dans le secteur autour, par exemple, de la médecine personnalisée, de l'arrivée de l'intelligence artificielle,
il y a des nouveaux équipements médicaux, des innovations thérapeutiques. Donc, si on veut que les citoyens puissent continuer à bénéficier des meilleures innovations, il faut pouvoir les financer. Après, on a même des réformes d'organisation importantes qui coûtent cher aussi et qui ne sont pas forcément dans le scope, hein. Mais autour de la cybersécurité, par exemple, hein, ça demande des moyens, des investissements. Ça ne fait pas rêver, mais c'est important. Sur les dossiers patients et voilà, sur des réformes d'organisation. On ne parle même pas de la vétusté des bâtiments. Enfin, bon, voilà, il y a beaucoup de sujets sur lesquels les hôpitaux peuvent se tourner vers la philanthropie pour éventuellement relancer des dynamiques d'innovation, d'investissement. Alors, je voulais maintenant passer sur la deuxième partie de mon exposé autour de la philanthropie à l'hôpital, qui est une histoire extrêmement ancienne. Donc là, on parle bien de philanthropie à l'hôpital et pas philanthropie sur la recherche médicale, hein, qui est un autre sujet. Mais donc voilà, une histoire ancienne que je ne vais pas forcément redresser, mais vous connaissez tous peut-être normalement les ventes des hospices de Beaune, hein, qui ont eu lieu dimanche dernier, donc, qui depuis le XVe siècle financent environ 1000 lits. Donc des hospices civils et qui ont rapporté le week-end dernier 30 millions d'euros. Et puis la photo d'à côté, c'est l'hôpital René Sabran qui a été, dont le site a été donné en mémoire à une jeune fille, une jeune lyonnaise, par sa famille, de manière à pouvoir développer un hôpital pour enfants sur la presqu'île de Gien, dans le Var, donc assez loin des hospices civils de Lyon, mais pour bénéficier aux hôpitaux lyonnais. Donc, des exemples anciens de philanthropie pour aider les hôpitaux. Et puis, alors en France, il y a ce secteur donc des ESPIC, hein, des établissements de santé privés, mais d'intérêt collectif, qui ont bénéficié de fondations pionnières, donc depuis l'Institut Pasteur, voilà, et tout au long du XXe siècle, le développement de plusieurs fondations. Donc une histoire ancienne et particulièrement intéressante. Donc je vais passer sur les dons et notamment sur la crise Covid. Ce qu'il y a à retenir de la crise Covid, au-delà des dons, c'est que la crise Covid a rappelé que les hôpitaux pouvaient recevoir des dons à une très large partie de la population française qui n'en avait pas forcément conscience. Parce que la montée en puissance de la philanthropie à l'hôpital est relativement récente. On a eu un développement très progressif de la levée de fonds dans les hôpitaux publics. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que ce qui a été vraiment boosté, c'est les fonds de dotation qui sont apparus donc en 2008 et qui se sont très bien implantés dans le secteur de la santé. Les fondations hospitalières, ça reste assez poussif. On a aussi des hôpitaux qui ont fait le choix d'une régie directe avec une direction du mécénat qui est intégrée à l'hôpital, et donc les dons vont directement à l'hôpital. C'est le cas de l'hôpital Necker, par exemple, à Paris. Mais on a des potentiels de développement qui sont encore très importants, de tant par le périmètre, par la nature des dons, la fidélisation et la façon dont, en interne, les hôpitaux s'emparent du sujet. Donc, grâce à cette présentation, je me suis lancée dans la littérature sur le développement de la philanthropie hospitalière et j'ai identifié 3 thèmes intéressants. D'abord, sur les motivations des hôpitaux. Qu'est-ce qui pousse les hôpitaux français à aller vers la levée de fonds? Ce n'est pas forcément les mêmes motivations que dans d'autres pays. On a bien sûr l'augmentation des ressources, hein, le fait de pouvoir développer
des programmes de recherche, de formation, de services innovants et d'avoir plus de moyens pour le faire. Mais on a aussi la recherche d'amélioration de l'accueil des patients avec, par exemple, l'achat de casques de réalité virtuelle pour diminuer le stress par exemple, des enfants pendant les séances de chimiothérapie. Et puis, on a aussi le cas de certains établissements dont en fait, la survie même a été rendue possible par des actions de philanthropie. On a 2 hôpitaux dans le Gers qui ont été sauvés par des actions philanthropiques. Donc, la philanthropie à l'hôpital se positionne surtout sur des projets innovants avec, par exemple, des infrastructures ou des équipements qui ne sont pas financés par l'État. Donc particulièrement pointus. Voilà. Et puis aussi pour pouvoir gagner en flexibilité sur des décisions d'investissement et d'innovation. Donc ça revient dans plusieurs travaux. Le fait que ça permet notamment aux hôpitaux publics là, de pouvoir bénéficier d'une plus grande liberté dans la gestion de projets innovants. Alors, concernant les réticences quand on met en place ces démarches, il y a des réticences de la part du personnel des hôpitaux qui craignent que ce soit un alibi à un plus fort désengagement de l'État et qui se posent la question des contreparties aux dons. Et qui se rendent compte aussi avec le temps que les efforts de collecte sont de plus en plus importants, qu'il faut aller chercher les donateurs les moins simples. De la part des donateurs potentiels, on trouve aussi des biais et des freins de par le fait que les hôpitaux, notamment les hôpitaux publics, sont déjà financés par le biais de prélèvements sociaux, d'impôts, et donc on se pose la question. Et puis, quand on entend parler de la gestion hospitalière, on se demande si les dons vont servir à couvrir les déficits. Donc, ça revient dans certains travaux sur la philanthropie à l'hôpital. Il y a aussi des problèmes éthiques qui sont soulevés avec la relation que la levée de fonds peut avoir, l'interférence que cela peut avoir dans la relation avec le patient. Et puis, alors, dans les facteurs d'efficacité de la collecte de fonds, plusieurs exemples montrent le succès d'un ancrage territorial et local. Donc, on a le cas, par exemple, de Nominoé qui joue vraiment la carte du rayonnement sur la région Bretagne pour la levée de fonds pour l'hôpital de Rennes auprès des patients, de la population et des entreprises. Il y a une étude américaine qui a montré que plus les hôpitaux sont grands, plus ils se situent dans des zones de fort peuplement et bien positionnés dans les classements académiques, plus leur collecte est efficace et efficiente. Et d'autres travaux ont montré que quand on offrait des services plus haut de gamme ou plus agréable aux patients, comme une chambre plus spacieuse, en meilleur état, un accès plus facile au parking, ça augmentait le nombre et le montant des dons. Là aussi, ce sont des travaux qui ont été menés aux États-Unis. On voit aussi que donner des informations sur l'usage des fonds améliore l'efficacité des collectes de fonds. Et là, ici, on touche une des limites de la littérature. Il y a relativement peu de choses qui ont été écrites sur la philanthropie à l'hôpital en France, et on parle beaucoup d'efficacité de la collecte de fonds, donc c'est-à-dire le montant et le nombre de dons, mais on ne parle pas encore trop de l'efficience, c'est-à-dire le coût de collecte, le coût des efforts réalisés par les hôpitaux pour collecter ces fonds, et est-ce que ça vaut la peine? C'est questionné par certains de ces travaux. Donc, je vais m'arrêter là pour ne pas trop déborder. Merci beaucoup, Marie-Léandre, d'avoir peint en à peine 20 minutes ce panorama très, très complet. Je pense que c'était vraiment utile pour mettre un petit peu tout le monde au même niveau d'information
sur ce sujet vaste dont tu as vraiment bien rappelé les différentes facettes. On a un certain nombre de ressources qu'a partagées dans sa bibliographie Marie-Léandre, on les mettra en ligne. Je crois qu'on a déjà des choses dans le chat qui arrivent, puisqu'il y a aussi quelques pôles de recherche sur le sujet en France. On va partager quelques ressources. On a quelques minutes vraiment s'il y a peut-être des premières questions de précision suite à la présentation de Marie-Léandre. Donc vous pouvez, deux solutions, comme le disait Anne-Claire, vous pouvez soit lever la main dans le chat, on vous voit, soit nous envoyer des questions au fil de l'eau dans le chat aussi, c'est possible. On a en tout cas un temps beaucoup plus long ensuite, après la deuxième présentation de Julien, pour avoir un vrai dialogue entre nos deux présentations. Je ne vois pas pour l'instant de questions. Marie-Léandre, je pense que c'était un très bon moyen d'introduire ce vaste sujet. Si je ne vois pas de questions immédiatement, je pense que je vais vous proposer de peut-être faire notre deuxième sondage, puisqu'on a un autre sondage à vous proposer juste avant l'intervention de Julien Gottsman. Une fois qu'on a posé le cadre, comme vient de le faire Marie-Léandre Gomez, on voudrait vous poser une deuxième question. On a commencé à parler de ce troisième modèle d'établissement de santé, les établissements privés non lucratifs, dont l'ESPIC constitue on va dire la forme la plus peut-être la plus aboutie ou la plus intéressante. On en parlera avec Julien. D'après vous, en quoi ce modèle se distingue-t-il le plus de l'hôpital public d'une part et des cliniques privées d'autre part? On a trois réponses possibles: la gouvernance, le financement et la gestion des ressources humaines. D'après vous, qu'est-ce qui change le plus avec ce modèle privé non lucratif par rapport aux établissements de santé publics ou privés lucratifs? On laisse encore quelques secondes pour répondre. Merci en tout cas à tous ceux qui ont répondu. Je vois que ça bouge bien là en ce moment. On va partager très bientôt les résultats avec vous. Vous êtes à 70 à avoir déjà répondu. Merci beaucoup. Ça nous donne là aussi quelques indications. Alors voilà, on va partager les résultats avec vous. Comme vous le voyez à l'écran, c'est la gouvernance qui arrive en premier selon vous. Vous êtes plus de la moitié à avoir choisi cette réponse unique. Donc voilà, comment on prend les décisions, c'est peut-être ça qui change la donne, le plus la donne dans ces établissements. En deux, le financement. On a commencé à en parler. Et puis, loin derrière, d'après vous, la gestion des ressources humaines, du personnel soignant. On va vérifier si ça se passe comme ça. En tout cas, dans le cas de l'hôpital Fondation Adolphe de Rothschild. Julien, je vais vous proposer de prendre la main, si vous le souhaitez, pour votre présentation. Là encore, comme Marie-Léandre, on a un gros quart d'heure, on va vous écouter. Je crois que vos slides arrivent et ensuite, on aura un temps d'échange avec tous nos participants. Merci encore, Julien. Puis la parole est à vous. Parfait. Merci. Bonjour à tous. Merci de votre invitation qui m'honore beaucoup. Sur notre hôpital. Marie-Léandre, nous Un petit souci de connexion, je crois, chez Julien. On ne vous entend pas très bien, Julien. J'espère que ça va se rétablir. Ça marchait très très bien justement avant sa présentation. Je pense qu'on va récupérer Julien dans quelques instants, puisque je crois qu'il a été déconnecté. Julien, est-ce que vous êtes là? Oui, je vous vois, vous m'entendez ou pas? Ouais, c'est bien là, je crois que c'est revenu. Voilà, mais simplement, ça a scratché ma présentation, je ne sais pas pourquoi. On va essayer de la remettre, vous avez la main, voilà. Voilà, vous la revoyez?
Ouais, très bien, c'est en train de s'afficher. Si vous pouvez la mettre en plein écran, c'est parfait. J'ai l'impression que c'est le plein écran qui a fait Ah, bah alors on va. Ouais. présentation. Donc, je préfère qu'on le laisse comme ça à Ok, ce stade. ok, très bien. Donc, comme je vous le disais, on fait partie des établissements de santé privés d'intérêt collectif, anciennement participants au service public hospitalier. Et puis, on a quand même une spécificité, c'est qu'on est très universitaire ici à la Fondation Rothschild, spécialisé uniquement sur les pathologies tête et cou. Euh, avec beaucoup d'activités dans le domaine de la recherche et de la formation. Je tiens à préciser que cet aspect universitaire concerne non seulement les paramédicaux, mais également les médecins, puisqu'on a plusieurs hospitalo-universitaires qui sont à la Fondation et également donc, on accueille en formation de nombreux internes tous les semestres. On a près de 80 internes qui viennent chaque semestre se faire former chez nous dans nos pathologies tête et cou. On est un hôpital, alors sans vouloir faire de forfanterie, d'excellence. On se positionne vraiment systématiquement en tête des classements des meilleurs hôpitaux du pays dans nos spécialités. Et puis, nous sommes très bien positionnés également par rapport à tout ce qui est accréditation, certification, avec un niveau de reconnaissance élevé de la Haute Autorité de Santé. Nous sommes reconnus d'utilité publique. C'est d'ailleurs Georges Clemenceau qui a signé en 1909 cette reconnaissance. Et donc, nous sommes habilités à recevoir des dons et legs. On y reviendra ultérieurement. Et puis, dernier point, en termes de présentation générale, donc, on fait partie du réseau des fondations Edmond Rothschild, que certains connaissent vraisemblablement. Alors, on a déjà évoqué ça, mais je voudrais revenir rapidement sur les ESPIC. Qu'est-ce que c'est et en quoi ça se distingue? Marie-Léandre l'a bien dit, c'est finalement la troisième voie qui a réussi à attraper, on va dire, les avantages de chacun des deux secteurs, soit le public d'un côté, soit le privé à but lucratif de l'autre. Et alors, je suis très surpris par les résultats du sondage parce que j'aurais répondu, moi, exactement l'inverse que les résultats qui ont été affichés. Je pense que ce qui nous distingue le plus, c'est justement la gestion des ressources humaines, parce qu'on a une grande flexibilité puisqu'on est principalement code du travail, donc on n'a pas la lourdeur du statut de la fonction publique, mais tous nos praticiens sont salariés, à la différence des cliniques privées, ce qui veut dire qu'ils adhèrent pleinement au projet d'entreprise et ne sont pas uniquement rémunérés à l'acte comme dans les cliniques. Et je pense que c'est ça la principale force des ESPIC, c'est d'arriver finalement à avoir un collectif hospitalier engagé, tous salariés, sans les lourdeurs du statut de la fonction publique. La gouvernance, effectivement, est différente. Il y a une liberté plus grande. Il n'y a pas toute la pesanteur de la structuration administrative dont malheureusement souffrent les hôpitaux publics. Mais pour moi, ça vient en second rang. Et puis enfin, le financement. Alors là, je vous rassure tout de suite, le financement, c'est exactement le même entre les hôpitaux publics et les établissements privés à but non lucratif. Il est légèrement différent pour les cliniques s'agissant du volet honoraires médicaux. Mais franchement, il n'y a pas de différence entre la manière dont les hôpitaux publics, privés à but non lucratif et même privés sont financés aujourd'hui via la tarification à l'activité et les différentes dotations qui viennent à côté. Donc, voilà ce que je voulais rappeler sur les ESPIC. Un autre point important aussi, c'est la question de la culture d'entreprise. Comme on est des petites entités par rapport aux mastodontes du public, qu'on a la possibilité de mourir, ce qui n'est pas trop le cas quand même des hôpitaux publics. Il y a une espèce de symbiose, de dynamisme, comment dire, voilà, de liant qui se crée au sein de ces établissements et très souvent il y a un attachement et une fierté d'appartenance beaucoup plus prégnante chez nous que dans le public, et c'est également une très grande force. Et puis le dernier point, nous n'avons pas d'actionnaires à rémunérer, à la différence des hôpitaux privés à but lucratif, ce qui évidemment est extrêmement confortable. Alors tout à l'heure, Marie-Léandre a cité effectivement
l'exemple de l'Angleterre en disant que la France était peut-être atypique s'agissant de la part du privé dans le secteur hospitalier. Je voudrais juste tempérer cette analyse. Il y a des pays où justement le modèle ESPIC est le modèle prédominant, notamment en Allemagne, et puis également aux USA, avec des schémas quand même assez particuliers sur le plan d'accès aux soins, mais en tout cas, tous les grands hôpitaux américains sont des hôpitaux issus de fondations, et je pense qu'il fallait le souligner. Alors, je poursuis avec quelques chiffres clés très très rapides de notre hôpital, juste pour avoir en tête combien de collaborateurs on a. On a à peu près 1500 collaborateurs maintenant, et puis on reçoit à peu près 400 000 patients par an. C'est important d'avoir ça en tête pour la suite de notre stratégie fundraising. Hôpital d'excellence, tout à l'heure, je vous avais dit effectivement qu'on était positionné sur des niches d'hyperspécialité. Je vous ai mis ici quelques exemples. En ophtalmo, on est le premier hôpital pour les greffes de cornée. En neurosciences, on est le leader européen pour le traitement par thrombectomie mécanique de l'accident vasculaire cérébral. Ou, autre exemple, on est un des principaux hôpitaux au niveau mondial à traiter par voie neurochirurgicale l'épilepsie pharmacorésistante des enfants et des nourrissons en particulier. Et d'ailleurs, le robot de neurochirurgie qu'on utilise pour ce type de traitement a été en grande partie financé justement par le fundraising. Et c'est un point intéressant à souligner également. Alors, sur la suite, les liens entre notre hôpital et la famille Rothschild. Donc, la création elle-même de l'hôpital, c'est un legs fait par le dernier descendant de la branche napolitaine des Rothschild en 1905, en 1896 pour être précis. Et donc, la création même de l'hôpital découle de cette donation, de ce legs. Sur le plan statutaire, notre conseil d'administration et sa présidence est fixée en fait par la famille Rothschild, et la présidence de l'hôpital revient à la présidente du groupe Edmond Rothschild, et qui est donc maintenant Ariane de Rothschild. Les Rothschild ont en 70, réinvesti beaucoup dans l'hôpital. Il y a eu une seconde vague, on va dire, d'intervention et très importante, puisqu'ils ont financé la construction d'un nouveau bâtiment entièrement sur le site de l'établissement, qui représente aujourd'hui quasiment 60% du capacitaire de l'établissement. Mais depuis cette date, la famille intervient assez différemment, uniquement via un mécénat très ciblé pour aider à des projets structurants, par exemple la création d'un service de recherche clinique, par exemple plus récemment la création de notre unité data science intelligence artificielle, ou encore moins récemment un appui à tout ce qui est mobilité internationale de nos jeunes chercheurs à travers un dispositif de fellowship qui permet effectivement de financer des mobilités à l'étranger. Et malgré ça, et à côté de ça, le constat, c'est que nous avions une collecte de fonds qui était totalement en sommeil. Et d'abord parce que notre conseil d'administration était finalement réticent à s'inscrire dans cette dynamique, avec un leitmotiv qui a changé depuis, mais qui était à l'époque, en gros, les Rothschild ne tentent pas la sébille pour effectivement déployer leurs activités. Mais assez rapidement, on a constaté qu'effectivement, c'était nécessaire d'avoir ce relais de croissance, et je vais y venir après, puisque en 15 ans, notre hôpital a vraiment connu une trajectoire de développement extrêmement dynamique. Sur les 12 dernières années, par exemple, vous voyez les chiffres. Notre chiffre d'affaires est passé de 60 à 165 millions d'euros, et on est passé de 600 à 1500 personnes, devenant ainsi un établissement de taille
quand même tout à fait significatif. Mais cette croissance, elle a fait naître de nouveaux besoins financiers, à la fois pour la question évidemment essentielle de la recherche et des innovations, sachant que malheureusement, le système de tarification actuel et la sécurité sociale actuelle, c'est une situation qui est tellement dégradée que malheureusement, on n'arrive pas à couvrir à travers ces mécanismes de financement l'entièreté des besoins, notamment en matière de recherche, d'innovation et de développement. Et puis, l'autre point qui est important également, c'est qu'on a tellement grandi qu'on est aujourd'hui complètement congestionné et que nous sommes dans l'obligation de nous agrandir physiquement. Et donc, nous avons prévu de lancer très prochainement un projet d'extension, restructuration très important qui va agrandir de plus d'un tiers la surface de l'hôpital, mais qui va nous coûter 100 millions d'euros, ce qui est une somme très importante. Et nous n'avons à date pas réussi à boucler totalement le financement de cet hôpital, puisqu'il nous manque 6 millions d'euros que l'on souhaite faire financer par le fundraising. Mais j'y reviendrai après sur la manière dont on envisage de s'y prendre. Alors, évidemment, cas d'école, comment collecter quand on s'appelle Rothschild ? Ça, c'est évidemment une gageure. Quels ont été les constats initiaux faits? Déjà, un nom peu lisible, puisque initialement, on s'appelait Fondation ophtalmologique Adolphe de Rothschild. Et donc, dans le mot fondation, il y avait cette ambiguïté entre une entité qui donne, qui subventionne, et au contraire, nous, ce que nous sommes vraiment, une entité qui a besoin de recevoir des dons. Et ce statut hôpital, finalement, était assez flou et n'apparaissait pas suffisamment. Et puis, évidemment, il y avait dans l'esprit des gens une confusion inévitable entre nous, la banque, et puis d'autres entités hospitalières qui s'appellent également Rothschild, même sur Paris. Et donc, il fallait vraiment qu'on arrive à clarifier un peu ça. Et puis, en interne, tout à l'heure, vous l'avez évoqué, il n'y avait pas de culture du don, parce que ça n'avait jamais été mis à l'ordre du jour. C'était valable à la fois au niveau des personnels et également au niveau de la patientèle, sachant que, vu où on est placé, vu qu'on est l'hôpital de référence du nord-est parisien, du 19e, du 20e, du 93, ce n'est pas une population qui malheureusement a des moyens, hein, et du coup, c'est plus difficile effectivement en termes de solvabilité de s'adresser à cette patientèle. Mais en sens inverse, comme on est beaucoup sur les troubles neurocognitifs, neurosensoriels, qui touchent quand même plutôt les personnes âgées, on peut espérer qu'elle soit un petit peu plus encline à être dans cette logique de don. Alors, on a du coup, qu'est-ce qu'on a fait? Déjà, on s'est structuré. On a structuré une direction du fundraising et de la communication qui a été staffée de manière très professionnelle. Et j'en profite pour remercier Emmanuel Leroy qui dirige cette direction et qui a piloté depuis maintenant plusieurs années toute cette démarche. Et donc, la première étape, ça a été de travailler les fondamentaux, de travailler les sous-bassements en fait, de cette trajectoire en travaillant sur la notoriété et sur le discours. On a changé de nom, on s'appelle maintenant Hôpital, Fondation Rothschild. On a mis Hôpital en premier dans le nom. On a essayé évidemment d'insister et de matraquer notre vocation qui est d'être l'hôpital de référence tête et cou, avec une baseline, la référence tête et cou. Et puis, on a vraiment refondu à la fois l'image et le discours de l'hôpital sur toutes les déclinaisons de communication pour mettre en avant vraiment cette expertise soins, expertise recherche, expertise innovation. On a également essayé de jouer sur le statut privé à but non lucratif et on a essayé de retourner
le handicap du nom Rothschild en jouant sur les aspects positifs qu'il recouvre en termes d'ancienneté, de confiance, de rigueur, de fiabilité. Voilà comment on a essayé de gérer cet handicap éventuel Rothschild. Et puis, on a fait un énorme travail de présence sur les médias, sur les réseaux sociaux. Voilà, on est très, très présent sur les réseaux sociaux, même sur des réseaux récents comme TikTok, s'agissant en particulier des questions d'attractivité, ressources humaines. Et puis, dernière strate, on va essayer, on est en train de le faire, d'intégrer des think tanks pour qu'il y ait une résonance et un écho de nos préoccupations. Alors, sur le discours, sur le verbatim, ce que nous avons fait, c'est vraiment d'insister sur le vrai, le concret, l'espoir, d'être vraiment sur des choses qui parlent de manière très concrète, en mettant en avant des patients reconnaissants d'avoir été sauvés, en mettant en avant le fait qu'on est ouvert à tous, qualité pour tous, sans dépassement d'honoraires, en mettant en exergue des vrais témoignages, des choses concrètes, en incarnant également les projets à travers des figures de proue médicales qu'on a clairement identifiées et qui se sont sentis impliqués dans le dispositif. Voilà un peu les leitmotifs de notre discours. Première cible, évidemment, tous les patients qui passent entre nos mains. Il y en a à peu près 400 000 par an qui passent entre nos mains. Et donc, c'est une première cible voilà, très, très importante, sachant qu'ils viennent souvent accompagnés. Et donc, on peut facilement doubler, voire tripler le nombre de 400 000 s'agissant des personnes qui franchissent nos murs. Et donc là, qu'est-ce qu'on a fait? Déjà, on a mis en place un système adresse mail opt-in, puisque maintenant, comme vous le savez, le mail devient vraiment quelque chose de très utile pour tout ce qui est formalité administrative hospitalière. Donc, on s'appuie sur cette base de données. On a également structuré un espace donateur dans le hall, avec la possibilité de dons par carte bancaire. On a diffusé à peu près partout des bulletins de dons. On a fait des plaques de remerciement, etc., etc. Et puis surtout, on a insufflé, insufflé auprès des collaborateurs cette idée que le fundraising, c'était important, ça pouvait complémenter de manière très efficace toute notre stratégie de développement, de recherche et de qualité de vie, à la fois des patients et des personnels. Et aujourd'hui, ce n'est plus du tout un gros mot que de dire que, on a besoin d'aide, de dons en complément de nos financements habituels. Sur le plan des outils, là aussi, on a beaucoup professionnalisé les choses. Tout à l'heure, j'évoquais la structuration de l'équipe. Le parti qu'on a pris était de fusionner communication et fundraising. Et franchement, je ne regrette pas du tout d'avoir retenu cette option. Ça fonctionne très bien. Notre site web a été complètement refondu et nous avons beaucoup mis l'accent sur la question du don. Voilà, nous avons quand même maintenant plus de 1,2 million de visiteurs sur le site par an, ce qui est quand même très significatif. Alors après, d'un point de vue technique, on a structuré aussi une base de données CRM. Et puis, évidemment, on fait des mailings et du fait de la taille que nous avons en termes de base de données, on fait ça 4 fois par an. Et puis enfin, un dernier point, on a constitué un fonds de dotation. Alors, curieux parce qu'on est FRUP, donc pourquoi avoir fait un fonds de dotation? Ça renvoie à la question du nom. Il y a parfois des gens que ça gêne en fait de faire un chèque avec un intitulé d'ordre Rothschild. Et donc, on a constitué ce fonds de dotation pour permettre à ces gens-là, effectivement, de quand même faire un don auprès d'une structure neutre. Et on l'a appelé Medsens. Voilà, complètement neutre, rien à voir avec la marque Rothschild. Un point très, très important, tout à l'heure, on l'a évoqué à travers les résultats du sondage, c'est la question en fait du portefeuille de projets qu'on propose. Ça, on l'a beaucoup travaillé. L'idée étant à la fois de sélectionner
des projets qu'on trouve intéressants, sur lesquels on a des leaders et des représentants qui peuvent les porter de manière positive et efficace. Et ensuite, de disposer d'un panel de projets, d'une espèce de portefeuille de projets qui permettent d'intéresser finalement tout type de donateurs et de mécènes et de grands donateurs en fonction évidemment de leur centre d'intérêt spécifique. On a vraiment insisté sur la nécessité d'une incarnation du projet, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait vraiment un porteur du projet qui soit en capacité de bien communiquer sur ce projet, sur le timing, c'est-à-dire quand même la possibilité que ce projet se concrétise à un horizon de vie à peu près atteignable, et avec des montants réalistes qui permettent concrètement de faire des choses. Un petit point sur la question de l'événementiel. Donc là, sur l'événementiel, le parti qu'on a retenu est de ne pas du tout faire de l'événementiel, j'allais dire old school, c'est-à-dire tout ce qui est dîner de gala, etc. On s'est dit non, c'est pas pour nous, ça ne correspond pas avec l'état d'esprit et la culture d'entreprise. Donc, on va essayer d'en faire quand même de l'événementiel, mais plutôt en osant le pas de côté, en osant un peu la différenciation. Et vous avez là justement un événementiel que nous allons faire très très prochainement, le 26 et le 29 novembre, avec des street artistes, une cinquantaine de street artistes qui ont donné effectivement des œuvres pour une vente aux enchères, dont les recettes permettront d'aller sur des programmes d'art-thérapie pour le traitement de la douleur résistante. Donc, vous voyez quelque chose de très pointu sur street art qui est un peu en rupture par rapport au classique ou au poncif qu'on peut connaître habituellement. Alors, les résultats, parce que, est-ce que ça a porté ses fruits, tout ce qu'on a fait? Vous avez les chiffres ici qu'on vous donne en toute transparence. Sur 2018, on était à 200 000 euros à peu près de fundraising, donc vous voyez quelque chose de très limité, de très faible. On est monté à près de 600 000 en 2019. En 2020, on a connu une année atypique à cause du Covid, grâce au Covid, je ne sais pas comment le formuler, avec des dons quand même assez exceptionnels liés à cette épidémie, à cette pandémie. Et puis en 2021, on a repris, je pense, un régime de croisière à 1,4 million. Voilà, donc c'est pas mal d'être passé de 200 000 à 1,4 million, ça c'est certain, mais notre ambition et nos besoins sont bien supérieurs, puisque vous l'avez vu tout à l'heure, il nous faut 6 millions d'euros de dons non affectés pour arriver à boucler notre plan global de financement pluriannuel. Et donc, notre enjeu est de disposer chaque année, pour les 6 prochaines années, d'1 million d'euros de ressources supplémentaires. Et donc, comment on va le décliner en termes quantitatifs? On va d'abord cibler évidemment les particuliers en continuant et en amplifiant tout ce que nous avons mis en place avec un objectif d'un triplement des montants sur les particuliers. On va également essayer de creuser un sillon sur les legs parce que aujourd'hui, ce qu'on a est relativement faible. Même si c'est mieux qu'avant, puisque on a quand même réussi à en attraper quelques-uns. Et donc, on va essayer de renforcer notre investissement et nos actions sur les legs, sachant que c'est très long, comme vous le savez, très compliqué et pas du tout court-termiste, mais ça peut être très impactant en termes de montant à horizon de moyen terme. Et puis enfin, notre troisième cible, c'est tout ce qui est grand donateur, tout ce qui est mécénat, à la fois fondation d'entreprise, mais également grand donateur à titre particulier. Et là, l'idée qu'on a à partir de maintenant, c'est de mobiliser les membres de notre conseil d'administration, qui sont souvent des grands chefs d'entreprise ou le relais évidemment de la banque Rothschild avec les clients de cette banque. Donc on va essayer de travailler ce sujet maintenant que effectivement le conseil d'administration est aligné avec cette stratégie de fundraising.
Voilà, écoutez, j'en ai terminé. Je suis à votre disposition pour le temps de questions-réponses. Merci beaucoup, Julien, pour cette présentation là aussi très généreuse, puisque vous avez partagé beaucoup de choses, et notamment des chiffres de collecte et la dynamique actuelle. Donc, bravo et merci pour ce partage. C'est très intéressant donc, de mettre un peu en miroir les présentations de Marie-Léandre et de Julien. Je pense qu'elles se complétaient bien. Peut-être juste un mot avant d'ouvrir donc la place au débat, aux questions. Donc, vous pouvez dès à présent poser vos questions dans le chat. Vous pouvez utiliser la fonction lever la main en cliquant sur votre nom voilà, pour demander la parole. Juste un mot pour signaler, j'ai oublié de le faire tout à l'heure, que effectivement, le modèle de développement de l'hôpital Fondation Adolphe de Rothschild nous intéresse, puisqu'on a développé conjointement avec l'équipe de Julien, en fait, un cas pédagogique à l'ESSEC sur le sujet. Et je salue donc le travail notamment de Gaëtan Marchand et de Anne Kerpache, mes collègues qui ont travaillé sur ce cas qui sera bientôt déposé, et donc pour enseigner le fundraising, notamment dans le cadre d'un ESPIC comme le vôtre. On va passer peut-être aux premières questions. On a une question, je crois, sur les donations temporaires d'usufruit, je crois, une question de Grégoire. Est-ce que c'est des choses peut-être auxquelles vous avez pensé? Julien, je sais que Emmanuel Leroy est aussi dans la salle, donc peut-être compléter. Est-ce que c'est des ressources qui peuvent être intéressantes pour vous et pour plus généralement pour les hôpitaux privés non lucratifs? Alors, j'en ai jamais vu, moi, dans ma carrière, et depuis 13 ans que je suis à la Fondation, ça ne s'est jamais présenté. Je ne sais pas si Emmanuel peut rebondir de manière peut-être plus pertinente. Pourquoi pas, hein. De toute façon, nous, on prend tout, hein. Donc, une donation temporaire d'usufruit, voilà, ça peut être tout à fait envisageable, hein, bien sûr. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, on est en train de démarrer seulement toutes les informations concernant les legs. Donc, évidemment, on sait, ceux qui ont déjà fait ce type de campagne, c'est qu'à un moment donné, les questions se posent, c'est surtout des questions de la part de donateurs. Et ce que vous disiez, Julien, tout à l'heure, c'est qu'on a aussi quelques contacts avec la Banque de Rothschild et dans le secteur philanthropique. Donc, c'est des sujets dont on a déjà entendu parler par des clients de la banque, mais pour l'instant, sans résultat. Voilà, on est dans du long terme. Très bien, merci pour cette précision. Merci Emmanuel. On a beaucoup de félicitations en fait dans le chat pour l'instant. Je invite aussi les participants qui nous écoutent à poser éventuellement des questions aussi pour Marie Léandre qui a fait sa présentation. Je me tourne vers mes collègues. Je vois que Anne-Claire a une question. Anne-Claire, vas-y, je t'en prie. Oui, merci, un grand merci à tous les deux pour vos présentations passionnantes. Marie-Léandre évoquait dans sa présentation les limites de la philanthropie au profit d'hôpitaux, notamment dans les réticences qu'elle générait vis-à-vis des salariés ou des équipes dans l'hôpital, avec peut-être effectivement la crainte que la philanthropie envoie un signal à l'État que les fonds publics pourraient être moins nécessaires. Du coup, j'avais envie de demander à Julien, quelle a été la réaction des équipes de l'hôpital Fondation Adolphe de Rothschild quand vous avez engagé cette démarche? Comment vous avez levé les éventuels freins évoqués par Marie-Léandre, et quelle est la situation aujourd'hui et on va dire l'engagement ou non des équipes dans cette démarche? Donc, effectivement, le premier mouvement a été un mouvement de réticence et d'incompréhension. Les gens se demandant, mais pourquoi donc aller vers ça. Réticence également à jouer un rôle actif, parce que quand même, aujourd'hui, les collaborateurs
sont vraiment les premiers ambassadeurs en fait de la démarche de fundraising. Et si ils veulent pas jouer le jeu et participer, c'est cuit, hein, ça ne pourra pas avancer. Quelques réticences aussi parce que, il faut bien le dire, la plupart des dons manuels qu'avaient l'habitude de faire les patients allaient directement en fait aux collaborateurs ou aux services. C'est-à-dire que des petits dons, des petits cadeaux, voilà, tout ça restait finalement au niveau du service ou au niveau de l'équipe de soins. Et donc, il y a eu cette crainte aussi de se dire, mais voilà, si on joue le jeu de l'institution, on va perdre ces petits cadeaux qu'on nous fait. Bon, donc ça, on l'a levé en disant, il n'y a pas de souci, les petits cadeaux que les patients vous font, on les met dans une caisse de service et ça se gère au niveau de l'hôpital, mais on le redonne au service. C'est-à-dire que ça ne va pas aller servir au bâtiment complémentaire ou à boucher le déficit de l'hôpital. Ça va vraiment revenir au service. Donc après, comment on a levé? On a explicité, on a dit voilà, ok, il y a la sécurité sociale, il y a l'aide des Rothschild, mais ça ne suffit pas. On veut faire des projets qui permettront de promouvoir la recherche, la qualité de vie des patients, la qualité de vie au travail des collaborateurs. Emmanuel a fait l'an dernier un appel à projet en interne. On a doté cet appel à projet d'une certaine somme et il y a eu une espèce de concours interne et les gens se sont positionnés sur différentes demandes et ça a permis de financer voilà, des actions de qualité de vie au travail, l'implantation de cocons de sieste pour le personnel, etc., etc. Donc, ils y ont vu un intérêt aussi et maintenant, je pense qu'ils y adhèrent. Voilà, je pense qu'ils y adhèrent, mais il y a de la pédagogie au long cours à faire. Et les médecins? Alors, les médecins, initialement, chez nous, comme ils étaient relativement biberonnés, pardon de l'expression, c'est-à-dire que finalement, dès qu'ils avaient un projet de développement, d'innovation, on était au rendez-vous et on leur donnait l'argent pour avancer, ils n'avaient pas trop l'habitude en fait, d'être dans cette démarche de fundraising. À la différence finalement des médecins du public, et des chercheurs du public qui, eux, de toute façon, savent très bien que s'ils ne se bougent pas pour avoir des fonds dédiés, ils ne pourront rien faire. Voilà. Donc, on a eu un petit temps d'adaptation. Et maintenant, notamment à travers l'exemplarité en fait, de certains médecins qui ont obtenu de gros financements et qui ont pu du coup déployer de très beaux projets, les autres se sont dit pourquoi pas moi, et du coup, ils vont aussi. Très bien, merci. Précision, Julien. On a une question dans le chat qui peut concerner à la fois Marie-Léandre et Julien. Une question de François Delaubier. Est-ce que la répartition de l'offre de soins, je crois que c'était le nombre de lits, ce qu'a présenté Marie-Léandre, entre public, privé non lucratif et privé lucratif, est-ce que ça évolue depuis quelques années ou est-ce que cette part de peut-être de 15% des ESPIC et des privés non lucratifs est stable? Est-ce que, Marie-Léandre, est-ce que tu veux commenter là-dessus? Et Julien peut évidemment compléter. Bon, alors, rapidement, on a eu une baisse de nombre de lits de manière générale en France, qui s'est accélérée là, ces dernières années, mais qui est peut-être un petit peu moins rapide dans les ESPIC. Ce qui peut s'expliquer par la structure en fait de soins, de l'offre de soins, le mix dans les ESPIC. Donc voilà, on est toutes les structures sont concernées par par la baisse des lits, mais le public peut-être un petit peu plus. Donc, ce qui fait que le privé a tendance à plutôt augmenter, voilà. Mais ça dépend aussi, c'est lié aussi au fait que le privé est plus représenté sur les soins de suite et réadaptation et psychiatrie, voilà. Très bien, merci Marie-Léandre. Julien, est-ce que ça confirme un peu votre sentiment? Oui, ça confirme. Après, je pense qu'il faut vraiment arrêter de parler en nombre de lits parce qu'aujourd'hui, avec le virage ambulatoire, ça n'a plus tellement de sens et donc parler plutôt en chiffre d'affaires. Alors effectivement, ça gêne un peu les gens du public qui ont un peu des réticences à utiliser ce terme qui vient du privé, mais c'est quand même ça dont il s'agit. Et donc, en termes de ventilation du chiffre d'affaires, le constat, c'est que quand même, le privé et le privé à but non lucratif gagnent du terrain sur le public.
Bien, merci beaucoup. On a pas mal de questions là, qui viennent d'arriver dans le chat, donc merci à toutes et à tous. Il y avait une question peut-être pour Julien. Est-ce que vous aviez personnellement une pratique ou une culture du fundraising vous-même dans vos fonctions passées, ou est-ce que vous êtes complètement acculturé avec les fonctions actuelles que vous occupez? Aucune culture, j'y connais rien. Et d'ailleurs, c'est intéressant puisque ça veut dire que dans le cursus, en tout cas celui que j'ai suivi à l'époque, le cursus de formation, on va dire, des managers hospitaliers, cette question du fundraising est complètement mis de côté, quoi. Alors, je ne sais pas si maintenant le programme de formation des jeunes directeurs à l'EHESP a évolué et intègre le fundraising, mais en tout cas, à mon époque, ce n'était pas du tout à l'ordre du jour. Et donc, nécessité fait loi, hein. On a bien vu que si on voulait continuer à avancer, à se développer, il fallait utiliser ce levier, et donc on y est allé. Et puis après, la chance, c'est de faire venir des gens dont c'est le métier et qui sont des professionnels reconnus dans le secteur, et qui nous ont proposé une stratégie adéquate et qui porte ses fruits. Voilà. Marie-Léandre, tu voulais rajouter quelque chose? Merci, Julien. Oui, c'était pour compléter. Effectivement, maintenant, à l'EHESP, il y a un module fundraising qui est offert en formation permanente et aussi dans le cursus traditionnel. Moi, c'est une bonne nouvelle. On a une question aussi de Jérôme Déana. On a parlé, Marie-Léandre, notamment dans ta présentation, du fait que de nombreux hôpitaux publics, des CHU notamment, créent des fonds de dotation. C'est vrai qu'on en a vu aussi pas mal passer au sein de la formation qu'on offre conjointement avec l'Association française des fundraisers, le certificat français du fundraising. On a vu de plus en plus de personnes qui ont été nommées à la tête d'un fonds de dotation nouvellement créé. Est-ce que c'est le signe que l'hôpital public prend la mesure de ce que peut faire la collecte? Est-ce que tu as un point de vue là-dessus, Marie-Léandre, sur finalement ce décollage récent? Les sommes sont peut-être pas encore conséquentes, mais est-ce que, voilà, la question de Jérôme, c'est est-ce que le secteur public se donne vraiment les moyens de collecter des fonds privés? Alors, on est en termes de professionnalisation, on y est, mais ce n'est pas forcément, on va dire, optimal et efficient dans la façon d'organiser, dans la façon de faire monter en puissance ces fonds. Il y a beaucoup de fonds qui ne décollent pas, en fait, qui collectent très peu, qui sont voire dormants, hein, d'où la limite, le minimum qui a été mis de 15 000 €, parce qu'on a quand même pas mal de fonds qui ont commencé en dessous. Alors, ils continuent à exister, mais voilà. Donc là-dessus, c'est pas forcément… en fait, il y a un besoin de développement, à la fois par des gens qui connaissent le système de fundraising et qui connaissent l'hôpital. Il y a vraiment besoin d'un lien plus fort à développer de manière à ce que ce soit plus efficace. Voilà. Mais effectivement, l'hôpital se donne les moyens, mais c'est encore… voilà, c'est parce que on est en phase d'apprentissage. Merci Marie-Léandre. On a une question peut-être là encore pour Julien et Emmanuel. On nous demande dans le chat, question de Mélanie, sur l'évolution de la part du mécénat d'entreprise au sein de votre stratégie de collecte. Est-ce que c'est quelque chose qui était inexistant, où il y avait déjà quelques partenaires il y a quelques années? Est-ce que ça augmente? Comment est-ce que vous approchez particulièrement cette cible des entreprises? Je prends la parole. Donc, on l'a mis dans les résultats. C'est vrai que ça se fait conjointement avec les particuliers et c'est aussi des projets qui de plus en plus nous sont apportés par les médecins. Julien évoquait tout à l'heure le fait qu'on avait dans nos médecins beaucoup de médecins qui viennent, qui sont des PUPH du public. Et ils ont cette habitude de contact en disant, voilà, moi j'aimerais faire ça avec tel industriel. Alors pas forcément les industriels de la pharmacie, hein, parce que c'est très compliqué de travailler avec eux quand on travaille à l'hôpital, mais on a voilà, une part de mécénat qui devient de plus en plus importante, aussi parce qu'on se fait connaître. La notoriété pour nous était essentielle et c'est parce qu'on a la notoriété notamment sur nos pathologies, je pense à l'ophtalmologie par exemple, que des mécènes viennent à nous. Merci beaucoup.
professionnels. On a, je vais peut-être combiner 2 questions. En fait, il y a un lien intéressant qui a été donné par Laurent là, dans le chat sur un article du Monde à propos. Alors, il y a toute une série de papiers du Monde en ce moment sur le National Health Service en Angleterre, qui apparemment est en très piteux état, et le recours finalement progressif là aussi aux organisations non-profit pour combler les manques. Il y a une question, je vais vous faire réagir peut-être Marie-Léon et Julien, de prospective. Comment est-ce que vous évaluez voilà, les principales évolutions du système de santé français, peut-être dans les 5 années qui viennent? Est-ce que vous êtes voilà, euh, pessimiste? Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose qui va changer radicalement? Peut-être Marie-Léon d'abord, c'est une question pas facile, hein, mais comment tu nous as fait un panorama très intéressant sur l'existant. Comment est-ce que toi, tu te projettes dans les années à venir de ton point de vue d'observation, de formatrice, de chercheuse? Alors, moi, ce que j'ai pu observer ces dernières années, en tout cas, pas forcément. Je trouve il y a une meilleure compréhension et plus d'intérêt des secteurs les uns pour les autres, du privé pour le public, de collaboration potentielle, même si ce n'est pas forcément évident, mais je trouve que le secteur a tendance à travailler là-dessus. On voit aussi des formes de passage entre le public et le privé à but non lucratif, et je pense que c'est bénéfique. Après, l'évolution globale du système à 5 ans, c'est assez compliqué. Ça dépend beaucoup des éléments macro, de financement, de fonctionnement. C'est très politique, puisque ça dépend vraiment des grandes réformes qui vont être menées. On ne peut pas dire que le Ségur de la santé, en fait, beaucoup d'hôpitaux ont été extrêmement déçus. Je pense qu'on ne prend pas la mesure du rôle pour ce qui est de mon point de vue, du privé à but non lucratif, des ESPIC et des centres de lutte contre le cancer. On ne prend pas la mesure de l'importance de ce secteur, non pas tant dans les chiffres où on a l'impression que ça peut être finalement moindre, mais en termes de dynamique, en termes d'innovation, en termes de recherche, en termes de... c'est quand même souvent des établissements qui sont très bien positionnés et sur lesquels on ne s'appuie pas assez pour des raisons soit d'ignorance, soit des raisons politiques. C'est un petit peu dommage. Parce que justement, le fait que ce soit des établissements privés qui remplissent une mission très importante de service public pourrait être une manière de renforcer le système dans son ensemble. On a besoin du public, on a besoin du privé, et les ESPIC ont vraiment un rôle moteur à jouer qu'on ne leur laisse pas jouer pour plein de raisons qui sont au-delà du management des établissements. Voilà, enfin ça c'est mon point de vue qui n'engage que moi. Pour quelles raisons? Tu dis pour plein de raisons. C'est quoi les raisons d'après toi? Il y a à la fois une méconnaissance et puis des raisons politiques. Voilà. Des raisons idéologiques. Voilà, idéologique. Enfin, ce que je mettais sous l'étiquette politique, c'était idéologique. Et une méconnaissance aussi. Julien voulait compléter. Merci Oui, Marie. oui, parce que voilà, moi je pense que je serais même beaucoup plus pessimiste en fait que ce que vient de dire Marie-Léandre. Pour moi, aujourd'hui, les pouvoirs publics ont espéré pouvoir résoudre la crise en déversant des milliards de fonds publics sur l'hôpital public. Moi, ça fait 25 ans que je fais ce métier. Je n'ai jamais vu autant d'argent déversé sur l'hôpital public, soit en termes d'aide à l'investissement, soit sur les salaires, avec les revalorisations du Ségur en particulier. Mais on ne règle pas un problème, en fait, uniquement avec de l'argent. Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est les problèmes structurels, organisationnels, qui ne sont pas du tout traités. Le fait qu'il y ait un désintérêt croissant des gens pour venir travailler à l'hôpital. Les gens sont plus du tout, enfin, on a du mal vraiment à trouver des candidats pour venir travailler à l'hôpital. Il y a plus aucune, il y a une crise des vocations quand même des hospitaliers. Le fait qu'il n'y ait toujours pas cette dynamique d'entreprise, de développement, d'innovation dans l'hôpital public qui se visualise finalement comme
comme une structure administrative qui doit rendre un service de base. Aucun lien avec les industriels. C'est un gros mot de dire qu'il faut que l'hôpital ait des liens avec les industriels. Enfin, sauf que pendant la crise du Covid, pourquoi la France a été si mauvaise dans sa manière de réagir? C'est parce que, pourquoi on n'a pas trouvé de vaccin? C'est parce que, justement, il n'y a pas de lien en France entre les hôpitaux et les industriels. Comment dire, c'est un gros mot, en fait, que de dire qu'on va travailler avec les industriels, alors que c'est quand même ce qui est le levier en termes de transfert et de valorisation, et que si on avait eu des liens beaucoup plus forts entre les hôpitaux et les industriels, peut-être qu'on aurait été capable de trouver un vaccin, ce qui n'a pas été le cas. C'était quand même une honte pour le pays de Pasteur. Et puis, le dernier point, c'est l'hospitalocentrisme. Donc là, moi, je vais prêcher contre ma paroisse, mais on continue à considérer que l'hôpital doit être finalement la pierre angulaire du système de santé. Bah ouais, mais non, c'est pas ça. Il faut réinvestir sur la prévention, sur le dépistage en amont, redonner à la ville, ou en tout cas à l'ambulatoire, ce rôle clé, et réserver l'hôpital pour le recours, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Et on l'a bien vu cet été avec la crise des urgences, et on le voit bien cet hiver avec la crise sur les bronchiolites. À chaque fois, c'est l'hôpital finalement qui est l'alpha et l'oméga, en tout cas qui est là au milieu du dispositif. Donc pour moi, vraiment, continuer à mettre de l'argent dans un système qui est dysfonctionnel, bah, ça ne marche pas. Et voilà, c'est ce qui se produit. Merci à tous les deux sur cette question pas facile de la prospective à 5 ans. En tout cas, merci voilà, pour la clarté de vos propos. Je vois qu'il est 13h, bientôt 40. On s'approche un petit peu de la fin de notre rendez-vous. Il y avait peut-être une dernière question un peu pratique, mais qui peut être intéressante pour Julien. La question du fonds de dotation, donc MedSens, que vous avez créé. Est-ce que c'est quelque chose qui est géré par les mêmes équipes qui travaillent le fundraising? Est-ce que c'est une structure à part? Est-ce que vous avez une stratégie de collecte spécifique sur ce... Ou est-ce que c'est juste un véhicule finalement de... Non. Donc c'est vraiment un outil parmi d'autres qui est à la main des mêmes équipes. Et d'ailleurs, qui a été créé, j'allais dire, de manière très opportuniste, parce qu'on avait, au moment de sa création, donc, un grand mécène qui voulait faire un don à la fondation, mais qui ne voulait pas établir son chèque au nom de Rothschild. Voilà. Et depuis, on n'a pas fait grand-chose avec ce fonds de dotation. Voilà. C'est une solution de secours. Ce n'est pas du tout le cœur de notre stratégie de fundraising. Très bien, merci beaucoup pour ces précisions. Merci à Julien, à Marie-Léon, vraiment du fond du cœur pour tous ces partages. Je voulais simplement aussi signaler qu'on a fait circuler pas mal de ressources dans le chat, notamment voilà, quelques articles. On a un article de Nicolas Truffinet, qui je crois d'ailleurs est parmi nous. Bonjour Nicolas. Donc voilà, il y a aussi des connaissances qu'on voulait partager sur ce sujet de la philanthropie à l'hôpital. Je vais peut-être redonner en quelques minutes la parole à Anne-Claire pour vous parler un petit peu de la fin de notre rendez-vous et des prochaines choses à annoncer côté Chère Philanthropie. Mais une fois de plus, vraiment un grand merci à Marie-Léon Gomez et Julien Gottsman pour leurs interventions. Je pense qu'on peut les remercier. Oui, on peut les féliciter et applaudir en silence sur Zoom. Un grand merci à tous pour votre participation. On a été jusqu'à plus de 110, on était 115, je crois, donc c'est super, et on est toujours près de 90, donc ça confirme le vrai intérêt de cette conversation. En 2 mots, quelques nouvelles de la Chère Philanthropie. D'abord, une nouvelle page sur LinkedIn pour la Chère Philanthropie qui vous permet de suivre à la fois voilà, nos nouvelles productions, les événements qu'on organise. Donc, si vous avez envie de rester informé de ce qui se passe dans notre écosystème, abonnez-vous à cette page. Vous êtes aussi probablement tous au courant de l'existence de nos podcasts, La Philanthropie en question, qui sont co-organisés par donc Gaëtane et Anne Monnier au sein de notre équipe. Un tout nouveau
épisode là est sorti autour de l'enseignement de la philanthropie. Donc, vous retrouverez le podcast sur toutes les grandes plateformes. C'est passionnant comme d'habitude. Quelques nouvelles aussi de nos toutes récentes productions. Un article d'Arthur Gauthier dans Harvard Business Review sur la thématique de la transmission de Patagonia dans une fondation actionnaire. Donc, si vous avez envie de comprendre un petit peu mieux ce qui s'est passé, rendez-vous donc sur le site de Harvard Business Review. Et puis un article, un de mes articles avec ma collègue Anne-Laure Fayard sur les partenariats transsectoriels dans un ouvrage plus large sur l'innovation sociale. On n'a pas encore de date à vous annoncer, mais on vous annonce quand même le futur grand événement de la chaire philanthropie qui aura lieu en début d'année et où on a invité Paul Vallely qui a publié récemment un livre sur l'histoire de la philanthropie d'Aristote à Mark Zuckerberg. Donc voilà, stay tuned comme on dit en anglais. Regardez vos boîtes mail. Dès que la date sera fixée, on vous enverra un save the date pour cette conférence. Un grand merci à vous tous. Rendez-vous voilà, pour un prochain Lunch and Learn en début d'année. Et puis d'ici là, joyeuses fêtes et à très bientôt. Au revoir et merci à tous.